Bonjour Élise. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans les écuries où loge ta jument, Diva. Donc on a pu discuter un petit peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Tu m'as parlé un petit peu de l'histoire assez étonnante que tu vis actuellement avec elle. Donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter d'où tu viens et qui es-tu en tant que cavalière, Élise? Alors, moi je viens d'ici. Ouais. J'ai pas bougé. Je suis née à Évreux, donc en Normandie. Et en fait, je me suis intéressée aux chevaux, je sais pas si on peut dire tardivement, mais un peu plus tard que la plupart des cavaliers. J'ai commencé le cheval vers 10-11 ans. D'accord. Et puis tout de suite ça m'a plu. Donc j'ai passé mes galops assez rapidement. Je passais un galop tous les ans. Et donc j'ai eu mon galop, j'ai même passé 2 galops la 6e année. Donc j'ai eu mon galop 7 vers 16 ans. Et j'ai un peu tout appris au Haras de Valem à Évreux. D'accord. Donc voilà, après j'y suis partie, donc j'ai fait quelques années en club au Haras de Valem. Et au bout de 5 ans, je crois, à peu près, je suis passée du côté propriétaire en prenant donc d'abord une jument en demi-pension. Enfin, c'était presque une pension complète en fait. C'était presque comme si c'était la mienne. Et du coup, j'ai un petit peu appris à être propriétaire avec cette jument-là. Donc, elle s'appelait Casvin. Et j'ai commencé les concours amateurs aussi avec elle, donc les concours amateurs de CSO. Donc tu étais plutôt une cavalière de concours. J'étais plutôt une cavalière de concours, ouais. J'ai commencé à être cavalière de concours avec cette jument-là et j'ai fait 3 ans. Après, j'ai eu 2 autres chevaux après Casvin, mais j'ai fait 3 ans de concours amateur CSO à Valem en tant que propriétaire, quoi. D'accord. Voilà, et du coup, j'ai dû arrêter parce que, comme beaucoup, les études. Forcément. Voilà, et en fait les études, c'était pas ici, c'était pas très loin, hein, c'était en Normandie quand même, mais je pouvais pas continuer à faire la navette tout le temps. Voilà, c'était beaucoup trop loin pour que je puisse continuer à monter au Haras de Valem, donc j'ai dû arrêter. 2-3 ans plus tard, j'ai eu un peu plus de temps pour moi, parce que pendant mes études, je les ai fait en alternance dans des écuries, j'ai travaillé dans des écuries. D'accord. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu contradictoire parce que je travaillais dans des écuries, mais en fait les horaires me permettaient pas à côté d'avoir un cheval ou de monter, quoi. Bien sûr. Alors que je travaillais dans une écurie. Mais bon, voilà, et après quand je suis arrivée en licence, j'ai eu un peu plus de temps pour moi, donc j'ai recommencé un petit peu à monter. Et très rapidement, je suis tombée sur Diva. Où est-ce que tu l'as rencontrée? C'était aussi à ton centre d'alternance? Non, pas du tout. En fait, donc j'ai fait mon BTS en alternance dans les écuries. Et au bout du BTS, j'ai souhaité un petit peu me réorienter. Donc je suis allée faire une licence de commerce, donc rien à voir avec les chevaux ou quoi que ce soit. D'accord. Et en fait, j'avais des horaires plus cool, si je peux dire ça comme ça. Et donc j'avais plus de temps pour reprendre le cheval à côté. Et comme je connaissais quelqu'un qui faisait un petit peu de commerce de chevaux, j'avais la possibilité de monter avec elle, donc j'ai recommencé à monter un petit peu, mais vraiment de temps en temps, quoi, avec elle. Et en fait, c'était juste avant le confinement Covid, donc en fait, j'ai dû monter 2-3 fois maximum avec elle. Ensuite, il y a eu le confinement, donc j'ai arrêté de monter. D'accord. Et au retour du confinement, très rapidement, elle a récupéré Diva en commercialisation. D'accord. Et du coup, voilà, très rapidement, dès que j'ai vu Diva, j'ai voulu l'essayer. Et pourtant, ça s'est pas
Ça s'est pas passé merveilleusement l'essai, mais je sais pas, c'est peut-être le destin comme on dit. Donc il y avait tout le travail à faire derrière. Je sais pas trop ce qu'elle a fait, si elle a trop sauté avant, mais je pense pas. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait sauter en liberté, mais en tout cas, moi je l'ai vue dès qu'elle est arrivée en commercialisation chez mon amie. Elle a même pas eu le temps de la faire sauter en liberté ou quoi, je l'ai achetée sans savoir si elle savait sauter, si elle serait bonne ou quoi. Quelles étaient tes ambitions en fait en achetant Diva? Qu'est-ce que tu voulais faire avec elle, sachant que de base, tu es une cavalière qui a eu des demi-pensions, tu sortais en concours beaucoup avec ces chevaux-là. Qu'est-ce que, en l'achetant, tu te disais quoi? Je me suis toujours dit que quand j'achèterais mon cheval, je voudrais faire... parce que c'est vrai que j'étais cavalière de CSO de base, mais parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire autre chose. Mais moi, j'ai plein d'envies. Dont le cross qui me fait beaucoup envie, et j'ai jamais eu l'occasion d'en faire parce que t'avais pas les montures pour. J'avais pas les montures pour, pas l'écurie pour, hein, c'est pas une critique, mais ils faisaient pas de cross, et des écuries qui font du complet, ça court pas les rues non plus, hein. Bien sûr. Donc je me suis toujours dit, le jour où j'aurai ma jument, et je ferai ce que je veux. Bien sûr. Et voilà, j'ai toujours eu plein d'envie de trek, de tout plein de choses, et donc et j'adore aussi les balades, tout ce dont on rêve. Mais après, j'avais pas d'objectif, de temps, j'avais pas de délai, parce que de toute façon, j'ai acheté une jument qui était pas en état physiquement, qui était jeune, qu'il fallait travailler, à qui il fallait un peu tout apprendre. Donc voilà, je me mettais pas la pression en me disant, voilà, je savais que j'achetais pas un cheval clé en main. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va dire, de votre histoire et de ce qui t'est arrivé l'année dernière. Comment l'état de santé de Diva s'est dégradé? Qu'est-ce que tu as remarqué dans un premier temps? Alors en fait, je sais pas si je peux dire que ça s'est dégradé parce que je l'ai achetée, de toute façon elle n'était pas en état physiquement. Après, un cheval qui n'est pas en état, il peut y avoir énormément de raisons. Ça peut juste être qu'elle n'est pas correctement nourrie, du moins. Donc je me suis dit, je vais la laisser reprendre un peu de poids avant de lui demander de travailler vraiment, etc. Et en fin de compte, je l'ai laissée 2-3 mois à peu près, un peu tranquille, en lui demandant juste du petit travail. Je la travaillais, mais pas régulièrement, et c'était pas intensif, quoi. C'était l'histoire de commencer à l'éduquer un petit peu à la monte, parce qu'elle était débourrée, mais elle savait pas tout à fait travailler, elle répondait pas bien aux gens. Voilà, c'est la continuité du débourrage en fait. Et en fin de compte, au bout de ces 2-3 mois où je l'ai laissée un peu tranquille et je lui ai donné de la nourriture correctement, on va dire, je l'ai alimentée correctement, je me suis rendu compte qu'elle reprenait pas du tout de poids. Donc là, ça a commencé à m'alarmer, et sauf qu'en fait, j'ai pas eu le temps de réagir sur ça. C'est qu'elle a eu aussitôt un souci pas très grave, hein, mais elle a eu aussitôt un souci sur le dos où en fait, elle a des boutons, elle a commencé à avoir des douleurs au dos quand je passais la brosse ou quoi. Et en fait, très rapidement, il y a des boutons qui sont apparus. Ces boutons se sont mis à se percer, et ça faisait des espèces de croûtes, et ça s'est développé sur tout son dos à peu près, donc au niveau de la selle. Donc forcément, dès que les douleurs ont apparu avec les boutons, j'ai arrêté de monter, et en fait ça a duré au moins un mois, donc je l'ai re-arrêté un mois. Et là, donc on était en octobre, début novembre à peu près, donc on est arrivé dans l'hiver, elle avait pas repris de poids, et donc faire reprendre du poids à un cheval l'hiver, c'est compliqué. Donc j'ai essayé tout un tas de compléments, j'ai essayé des compléments pour réensemencer la flore intestinale, parce que des fois c'est ça, c'est des problèmes d'assimilation. Ils assimilent pas correctement ce qu'ils mangent, donc ils grossissent pas. Ça a pas marché. J'ai vraiment tout essayé. J'ai donné de l'huile de lin qui est très réputée pour remettre un cheval en état.
qui n'a pas marché. Donc voilà, tout l'hiver je l'ai complémenté, rien n'a fonctionné. Et en fait c'est seulement au printemps qu'elle a repris. Donc voilà, l'herbe de printemps était extrêmement riche, elle aurait rendu obèse bon nombre de chevaux, mais elle, ça l'a juste mis belle. Voilà, nickel, ça. voilà. Ça Mais très rapidement après, elle a remaigri, elle a eu un problème de boiterie qui a duré. Enfin voilà, j'ai constamment eu des petits soucis avec elle. Des soucis en fait, mais c'était un peu dès le début vu que je l'ai acheté pas en état et que ce souci-là, on l'a gardé jusqu'au bout et qu'il y a d'autres problèmes qui sont venus se greffer tout au long. Bien sûr. Du coup, on va revenir un petit peu sur l'état de santé de Diva, comme on l'a un petit peu parcouru tout à l'heure. Tu m'avais dit qu'elle avait des boutons qui sont formés sur son dos. D'ailleurs, Est-ce que tu sais ce que c'était ? Est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est un virus ? Est-ce que c'est... On n'a jamais trop su ce que c'était. Alors, de mémoire, je crois que la Veto avait supposé que c'était une bactérie. On n'a jamais trop su ce que c'était en fait, on n'a jamais vraiment identifié la chose, parce que en fait on a essayé plusieurs traitements. On a réussi à régler le problème en la tondant complètement parce que c'était donc l'entrée d'hiver, donc elle avait un petit peu de poils. En fait on a tout tondu pour vraiment tout nettoyer parce que sinon en fait ça se mettait dans les poils et les croûtes s'enlevaient pas du tout, elles étaient vraiment accrochées. C'est pas comme une croûte d'une blessure qui cicatrise et qui se décolle. Là ça se décollait pas, c'était étrange. Mais j'ai jamais réussi à la tondre proprement parce que ça lui faisait tellement mal que je pouvais pas tondre les croûtes. Donc elle a fini par, la Veto l'a fait en la sédatant. Elle était à vif, elle saignait. Et après elle a remis de la bombe cicatrisante par-dessus pour vraiment tout assainir en fait. Et on l'a mis au box quelques jours parce qu'à l'époque elle vivait au pré. On l'a mis au box quelques jours pour qu'elle soit bien au sec. Et voilà, c'est comme ça qu'on a réglé le problème, mais on n'a jamais su vraiment ce que c'était. On a supposé que c'était peut-être une bactérie qui s'était mise. Et ça s'est jamais reproduit depuis ? Ça s'est jamais reproduit. Après ça, il y a eu des complications au niveau d'un de ses postérieurs. Quand j'ai voulu reprendre le travail, le jour où j'ai voulu reprendre le travail, donc je lui ai mis la selle, etc. Et je me suis dit, je vais l'allonger avant de la monter parce que c'était quand même une reprise. Donc voilà, on va reprendre tranquillement. Et en fait, en l'allongeant tout de suite, je me suis rendu compte qu'elle boitait au trot. Mais c'était une petite boiterie, ça avait l'air anodin, comme plein de chevaux ont. Ça ressemblait un peu à un blocage ostéopathique. Ouais. Donc voilà, j'ai pris l'avis d'un peu de personnes autour de moi. Et effectivement, on était tous un peu d'accord pour dire que ça ressemblait à un blocage. Donc j'ai demandé à une ostéo, j'ai envoyé une vidéo pour avoir l'avis de l'ostéo, qui m'a dit effectivement ça ressemble à un blocage. Je pense que je peux faire quelque chose, mais il faut que je voie ce qui est normal. C'est difficile de dire à distance, de se prononcer à distance. Donc elle est venue et elle a manipulé. Elle pensait avoir trouvé le problème et donc elle m'a conseillé de la marcher par la suite. Et en fin de compte, très rapidement, je me suis rendu compte, donc le lendemain de l'ostéo, je l'ai marché et le surlendemain, c'était plus une petite boiterie légère au trot qu'elle avait, c'était une très grosse boiterie au pas. Donc ça m'a un peu inquiétée et l'ostéo m'a rassurée en me disant que ça pouvait être l'inflammation qui était relancée par la manipulation. Et finalement, ça a duré plusieurs jours. En fait, c'était régulier. Il y avait des fois des petites améliorations où elle boitait toujours, mais elle marchait un peu mieux. Donc on se disait, bon, bah c'est bon, c'est logique, ça correspond à ce que l'ostéo a dit, et ça se remet petit à petit. Voilà, ça revient petit à petit. Et en fin de compte, des fois, ça se redégradait un peu. Donc c'était difficile de mettre vraiment un mot sur le problème. Et en fin de compte, au bout de quelques jours, je suis venue le soir, je l'ai sortie du box et elle posait même plus le pied par terre. Donc là, j'ai dit stop, on appelle un veto. Et en fait, la veto est venue 2 jours après. Et tout de suite, elle l'a palpé, elle l'a regardé, mais en 5 minutes, elle m'a dit que c'était une fracture. Et tu sais à quoi c'est lié, cette fracture ? Est-ce qu'il y a eu un événement, un choc ou quelque chose ? Non, en tout cas, nous, on n'a rien vu. Donc pour la veto, ce serait une glissade auprès, peut-être en jouant. Et donc elle a dû glisser et un coup fort, elle a dû tomber sur la hanche, enfin sur l'articulation en l'occurrence. Et ça a dû se fracturer comme ça.
après l'annonce du coup de sa fracture, quel a été du coup le cheminement de son rétablissement? Par quoi vous avez commencé? Elle a été mise en repos du coup? Alors, tout de suite, la veto, elle a dit c'est immobilisation, Ouais. ce qui est évident. Après, la difficulté avec un cheval, c'est qu'on ne peut pas l'immobiliser comme on immobilise un humain. Donc, il a fallu la mettre dans un couloir parce que le box n'était pas assez petit. Il fallait pas du tout qu'elle bouge, il fallait pas qu'elle puisse tourner ses hanches. Il fallait pas qu'elle puisse avancer, marcher, enfin quoi que ce soit. Donc on a mis une cloison là dans le box. Donc en fait quand la veto l'a vue, elle était dans ce sens-là quoi. Donc en fait on a mis la cloison de façon à pas devoir la bouger du tout. Et à la fin de l'immobilisation, moitié fin, effectivement elle a commencé à tomber de fatigue. Et du coup, pour éviter qu'elle glisse et pour amortir la chute si elle tombe, j'ai acheté des dalles antidérapantes et amortissantes. Voilà. Et ça a servi aussi quand on a commencé à lui ouvrir le box petit à petit. Du coup, à ce qu'elle glisse pas en se couchant, en se relevant, c'était le risque. Il fallait surtout pas qu'elle glisse, qu'elle se retrouve les pattes écartées et puis qu'elle se blesse ou qu'elle se refracture. Bien sûr. Après l'immobilisation totale de Diva, alors déjà pendant combien de temps elle a été immobilisée? Elle a été immobilisée pendant 3 mois. Alors en fait, le jour du verdict, quand on a su que c'était une fracture, la veto a prescrit minimum 2 mois. Elle a dit de toute façon, on l'immobilise pour minimum 2 mois. Ça pouvait, il y avait de fortes chances que ce soit rallongé. Et finalement, donc il y avait un contrôle tous les mois, et donc le prochain contrôle, donc 1 mois après, quand elle est revenue et que Diva avait complètement fondu, parce que douleur, stress d'être enfermée, atrophie musculaire puisqu'elle n'utilisait plus du tout ses muscles, donc tout a fondu. Et donc là, on a vu vraiment les tissus qui avaient été endommagés, entre guillemets, avaient formé un œdème. Comme un œdème, c'est pas tout à fait un œdème, mais voilà, ça faisait une bosse. Et en fait, c'est là qu'elle a pu vraiment se rendre compte que c'était pas le bas du bassin qui avait pris, mais c'était dans l'articulation qui avait la fracture. Et du coup, à ce moment-là, elle a rallongé le délai. Elle a rajouté... au moment où elle s'est rendue compte de ça, on repartait pour 2 mois. Donc en tout, ça rajoutait 1 mois et demi. Ça devait faire 3 mois et demi. D'accord. Et finalement, au contrôle veto de 3 mois, comme c'était plutôt positif, et on a un petit peu avancé la sortie et voilà, on l'a sortie, on lui a fait faire, on va dire, quelques mètres, un aller-retour au bout de 3 mois. Est-ce qu'elle est allée voir d'autres professionnels médicaux, à part le vétérinaire, comme ostéo en attendant, ou faire des séances de shiatsu ou des choses comme ça? Effectivement, elle est suivie en shiatsu depuis un petit moment. Et du coup, effectivement, j'ai pensé à lui faire une séance de shiatsu quand elle était immobilisée. Alors pas tout de suite, parce qu'il fallait pas quand même aller faire des bêtises, hein. C'est quand même très particulier, donc on va pas la stresser ou faire quelque chose de travers. Faire trop de choses voilà, en même temps. Exactement. Mais du coup, je crois que c'était à peu près au bout de 2 mois que j'ai fait venir pour la séance de shiatsu. Et donc effectivement, elle a eu une séance de shiatsu pour un peu la libérer de ce trop-plein d'énergie. Et puis elle avait le corps très déséquilibré. Et le shiatsu, c'est un petit peu ça, c'est un peu rééquilibrer les énergies du corps. Ce chemin que vous avez traversé suite à sa fracture, suite à ses soucis médicaux, est-ce que tu penses que ces événements-là vous ont pas permis de créer un lien assez unique, de par le fait qu'elle a confiance en toi, tu lui fais également confiance et vous avez besoin l'une de l'autre? Est-ce que cette configuration ne crée pas quelque chose de vraiment puissant en fait
dans une relation homme-cheval? Alors, je dirais pas que c'est unique. Je pense qu'il y a des cavaliers et des chevaux qui ont des relations beaucoup plus intenses, on va dire. Je pense pas qu'on soit unique, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça nous a renforcés, ça a renforcé notre lien. Ça, c'est sûr et certain. À partir d'aujourd'hui, comment est-ce que tu t'envisages l'avenir avec elle? Parce que là, pour l'instant, tu la travailles un petit peu, enfin, tu la fais marcher un petit peu tous les jours pour qu'elle reprenne un petit peu de l'état. Comment tu envisages l'avenir avec elle? Intimement, si je vais être honnête, intimement, j'espère reprendre une vie normale. J'espère qu'elle retrouvera toutes ses capacités et qu'on pourra réaliser des rêves que tout cavalier a envie de réaliser, c'est-à-dire je prendrai ma jument, j'irai à la plage, j'irai en concours, je ferai je ferai des disciplines que j'ai jamais fait, que j'ai tellement envie de faire. Découvrir 1001 choses avec elle, tout simplement. Voilà, intimement, j'espère tout ça. Donc d'un côté, je peux dire que je me projette un petit peu dans cet idéal-là. Mais d'un autre côté, je sais très bien que voilà, il n'y a aucune certitude aujourd'hui. C'est déjà énorme le parcours qu'elle a fait. Ça me donne de l'espoir pour la suite. Il faut positiver et puis avoir de l'espoir, surtout, c'est beau. Enfin, c'est de l'espoir et puis c'est prouvé parce qu'elle te montre vraiment que c'est une battante. Et... Ouais, je le prends comme si elle me le montrait en fait, qu'elle me disait mais regarde, je peux le faire. T'inquiète, je suis capable quoi. T'inquiète pas, ça va le faire. Elle sent que toi, t'as pas abandonné dans l'histoire. Du coup, elle, de son côté, elle va te montrer qu'elle abandonne pas et qu'elle est toujours là. Émotionnellement, c'est pas facile et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pourraient faire ça, se rendre à l'écurie tous les jours pour sortir un cheval qui ne peut pas être monté. Je pense qu'elle a vraiment la volonté. Aussi parce que je l'ai aussi. Je pense que si j'avais baissé totalement les bras, ça aurait été différent certainement. Bien sûr. Mais oui, elle a la volonté de se remettre. Et c'est ça qui fait aussi qu'on en est là aujourd'hui. Comme tu l'as dit aussi, faut pas perdre espoir, faut garder le cap.